vais demander si tout le monde peut se choisir un siège, pardon. Il y a de nombreux sièges disponibles par ici. Si vous pouviez faire savoir aux personnes, aux gens, si vous avez de la place à votre table, merci. Aussi, servez-vous un dîner. Assurez-vous que nous ne rapportions rien du tout à la maison, même si je souhaiterais en ramener. S'il vous plaît, profitez-en. Je vais vous demander votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir. C'est la première consultation dans le Grand Toronto d'une série de consultations, des consultations communautaires par rapport au contrôle policier, qu'on connaît aussi sous le nom de cardage ou de fichage. C'est un examen indépendant. Je ne vais pas parler de ceci trop en détail. Je vais laisser M. Tulloch le faire. Je tenais à vous souhaiter la bienvenue. Il y a une série de réunions. Peut-être que cela vous inspirera de vous présenter à plusieurs de ces consultations. J'espère que vous allez passer le mot et que si vous revenez, vous amenez avec vous des amis, votre réseau, des collègues. Nous avons l'intention de terminer autour de 8 heures ce soir, donc il va falloir suivre notre ordre du jour ce soir. Donc je ne veux pas vous retenir plus longtemps avant de vous présenter le juge, M. Michael Tulloch, qui est l'examinateur indépendant du processus des contrôles policiers. Monsieur Tulloch, merci. Merci, Kita. Bonsoir à tous. Comme vous l'avez entendu, mon nom est Michael Tulloch et je veux vous remercier d'être venu pour me parler ce soir. Je vais vous parler un petit peu des contrôles policiers, qui est aussi connu sous le nom de cardage ou fichage, ainsi que ce nouvel règlement 5816 que le gouvernement de l'Ontario a présenté pour réglementer un petit peu cette pratique. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir l'opportunité de nous rencontrer ici et nous voulons remercier les générations de tous ces peuples qui ont pris soin de ce territoire depuis des temps immémoriaux. Et plus spécifiquement, je voudrais remercier l'Association canado-jamaïcaine qui nous permet d'avoir cette réunion et d'utiliser votre espace. Nombre d'entre nous vous devons beaucoup, et surtout aux dirigeants de la communauté jamaïcaine qui a vraiment préparé le terrain afin que nous soyons ici ce soir, et plus précisément ceux qui ont eu l'intuition ou la vision de s'organiser dans les années 70 et d'avoir un tel espace où nous pouvons nous retrouver, parler librement des différents problèmes et des différents soucis, préoccupations dans la communauté. Je voudrais reconnaître aussi et rendre hommage que ce territoire est le territoire traditionnel des Anishinabek, qui étaient les Haudenosaunee, les Huron-Wendat, ainsi que les Mississauga du Nouveau-Crédit et d'autres Premières Nations. Ce territoire était le sujet d'un accord avec une cuillère. C'était un accord avec les Ojibwe, avec les nations alliées, afin de partager et de prendre soin des ressources autour des Grands Lacs. Donc ce territoire est aussi couvert par ce traité Robinson supérieur, et en reconnaissant et en mentionnant ceci, nous montrons notre respect au peuple des Premières Nations. Nous reconnaissons aussi la contribution des Métis et des Inuits ou d'autres peuples autochtones qui ont formé, qui ont renforcé aussi cette communauté, la province et le pays dans son ensemble. Aujourd'hui, cet endroit de réunion de Toronto est toujours le foyer de nombreux autochtones,
les personnes de l'île de la Tortue étaient retrouvées ici. Nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir travailler sur ce territoire. Pour vous donner une petite historique et vous situer, le 7 juin 2017, le gouvernement provincial m'a nommé, ils m'ont demandé et j'ai accepté leur requête, leur demande pour diriger un examen indépendant complet de ce règlement de l'Ontario 5816 qui définit les nouvelles règles quant au contrôle policier, qui est une pratique à laquelle on fait référence en tant que cardage. À ce titre, je vais examiner les contenus de ce règlement et vérifier si les agents de police, les chefs de police et les commissions des services policiers le suivent. Je vais aussi déterminer pour m'assurer que le règlement respecte ce but, que les interactions entre la police et le public soient cohérentes, qu'ils soient exempts de préjugés et qu'ils soient faits d'une certaine façon qui encourage la confiance du public et les droits de la personne. Depuis que j'ai été nommé, j'ai rassemblé une équipe pour m'assister. Nous avons participé à un certain nombre de consultations dans toute la province. Dans la consultation de ce jour à Toronto, et la première de 3 consultations qui auront lieu dans le Grand Toronto. C'est l'une des 12 consultations publiques que nous allons tenir dans toute la province de l'Ontario. Mon intention est de puiser dans ce que j'aurai appris lors de ces consultations afin d'écrire un rapport avec des recommandations quant à ce règlement et autour des pratiques, surtout concernant les pratiques des contrôles policiers. Le rapport sera rendu au gouvernement le 30 novembre et sera rendu disponible au public au début de 2019. Comme je l'ai mentionné, le but de ce règlement et de cet examen est le règlement 5816 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et qui définit les nouvelles règles que doit suivre la police par rapport au contrôle de routine qu'on connaît comme fichage. Vous êtes tous assis à une table et sur ces tables, vous allez voir un certain nombre de documents qui vont vous informer, qui vont définir certains des problèmes que j'aimerais que vous connaissiez un petit peu tout cela afin que nous ayons des discussions fructueuses. Un contrôle policier, c'est lorsqu'un agent de police demande des papiers d'identification dans certaines circonstances. Les documents noirs sur chacune de vos tables comprennent le guide de participation qui vous donne des informations quant à l'application de ce nouveau règlement et quand ce règlement ne s'applique pas. Par exemple, si un agent de police vous demande de vous identifier lorsqu'ils sont en train de rechercher des activités suspectes ou d'enquêter en général sur les activités criminelles de la communauté. En revanche, ces nouvelles règles du règlement ne s'appliquent pas si un agent parle à un conducteur pendant un contrôle de circulation, lorsqu'ils arrêtent quelqu'un ou lorsqu'ils enquêtent sur un crime précis. Le règlement aussi définit ce qu'un agent doit faire lorsqu'il demande vos papiers d'identité dans une situation où les nouvelles règles s'appliquent. Par exemple, un officier, un agent, doit vous dire que vous n'êtes pas obligé de partager vos documents d'identification et doit vous fournir un reçu avec des informations précises une fois qu'il vous a demandé vos documents d'identité. Le règlement donne aussi des détails quant au stockage de l'information qui provient de ces contrôles. Des formations obligatoires pour les agents de police qui porteront sur les nouvelles règles et pour les exigences de compte rendu public. En gardant ceci à l'esprit,
Je voudrais pouvoir entendre ce que vous avez à dire. Cet examen est un examen indépendant. Cela veut dire que je suis tout à fait libre d'examiner de façon critique la façon dont fonctionne ce règlement et de considérer aussi les problèmes des interactions au niveau de la police et du public dans ce contexte de contrôle. Me rencontrer et vous rencontrer, membres du public, est vraiment une partie essentielle de ce processus. Et encore une fois, je voudrais vous dire à chacun d'entre vous que je suis vraiment reconnaissant que vous ayez pris le temps de venir me rencontrer. Je veux que vous sachiez que je suis conscient que de parler de certains de ces problèmes peut être difficile pour certains d'entre vous. Mais pourtant, il est essentiel qu'un examen de ce type soit aussi complet que possible. Et en tant qu'examinateur indépendant, je vais prendre toute information pertinente qui provienne de points de vue différents. Ce que je peux vous assurer, c'est que je ferai exactement ceci. Donc, je vous encourage vraiment à participer. Et à partir du moment où vous participez, que vous offrez votre point de vue, vous les verrez reflétés. Donc, encore une fois, merci d'être venu ce soir pour partager vos pensées et vos recommandations et vos expériences. Et je vous assure que ce processus permettra à votre voix d'être entendue. Thank you, Justice Tulloch. Si juge Tulloch, on va de notre président du JCA, M. Patterson. J'ai manqué l'occasion tout à l'heure, donc si vous vouliez bien nous rejoindre maintenant. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je peux voir, vu le nombre de personnes présentes, que nous sommes impliqués et nous restons impliqués afin que le système nous reflète et nous serve en tant que citoyens et contribuables. Juge Tulloch, Daniel Tika, bienvenue à l'association jamaïcaine. J'espère que ce n'est pas la première fois que vous venez ici, mais si c'est la première fois, je vous accueille au nom du comité pour cette discussion qui est vraiment importante. Comme le juge Tulloch l'a dit, ça peut être une discussion difficile à avoir, mais comme nous le savons, dans le passé, c'est que sans avoir des discussions difficiles, les systèmes ne sont pas modifiés sans que l'on pousse avec une vérité qui soit franche et vraiment honnête, et surtout d'avoir la volonté de dire la vérité. Sans faire cela, le status quo reste. Et le JCA a maintenant 55 ans et nous sommes toujours fiers de faire cela. Ça fait longtemps que nous existons. Et nous parlons du système, d'ouvrir les portes. Donc je reconnais les anciens qui sont passés avant moi, les anciens présidents qui se sont vraiment battus pour ouvrir les portes par rapport au logement, à la justice. Donc j'espère que ce sera un bon dialogue ce soir et le JCA fera bien sûr partie de ces commentaires et sera ravi de voir les recommandations dans le rapport final. Merci encore. Merci à Doma et encore merci à l'association de nous accueillir ce soir. Je voudrais continuer à aller de l'avant et je demande à Daniel Daoudi de me rejoindre ici. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais être brève parce que l'aiguille galope. Bonjour tout le monde, j'ai une petite annonce. Sachez qu'un service d'interprétation vers le français est disponible. Veuillez vous munir d'écouteurs que vous trouverez à l'arrière de la salle si vous souhaitez écouter en français. Merci. So basically what I said was that if you're interested in listening in French, Si cela vous intéresse d'écouter tout cela en français, il y a des services d'interprétation. Donc, le juge Tulloch vous a expliqué ce qu'était cet examen. Donc, je ne vais pas ressasser, mais on voudrait vraiment avoir votre rapport ce soir, votre contribution. Nous allons avoir 12 consultations. Ce soir, c'est la deuxième que nous tenons dans la province.
Le but de ces consultations, c'est vraiment de vous entendre, d'obtenir votre contribution, d'entendre vos expériences. Est-ce que le règlement marche? Est-ce qu'il s'adresse vraiment aux problèmes pour lesquels on l'a développé? Et quel est l'impact de ce règlement tel qu'il est pratiqué à ce jour? Une petite clause de non-responsabilité. Nous ne sommes pas ici pour résoudre des cas individuels, mais nous apprécions que vous partagiez vos cas personnels, parce que cela vraiment nous donne des informations pour le rapport et nos recommandations, mais des scénarios individuels avec de la police, nous ne pouvons pas les résoudre. Donc, l'ordre du jour pour ce soir, nous sommes un petit peu en retard, mais une fois qu'on a terminé les présentations, vous êtes déjà tous aux tables, vous avez tous vos documents pour la consultation, vous allez voir des membres de notre équipe d'examen qui va passer. Ne faites pas attention à nous, nous voulons seulement entendre un petit peu les conversations pour avoir un petit peu une idée de ce dont vous parlez. Après cela, vous allez déterminer un porte-parole qui va rapporter au juge Tulloch qui sera ici et qui prendra des notes. Nous sommes sur les médias sociaux, nous sommes sur Facebook, c'est même en diffusion directe sur Facebook. Les caméramans sont à l'arrière. Si vous ne souhaitez pas être pris par la caméra, évitez ce jeune homme qui est là-bas. Aussi, nous faisons des tweets live. Donc, si vous nous voyez prendre des photos, c'est là où on va les envoyer. Vous pouvez toujours aller voir sur notre plateforme. Si vous ne souhaitez pas que votre photo soit prise, ce n'est pas un problème. Vous venez me voir. Ou Prasanna, où est-il, Prasanna? Il est là et il est en train d'agiter la main. Si vous voyez certains d'entre nous prendre des photos, c'est pour nos médias sociaux, encore une fois. Donc, faites-nous savoir si vous voulez qu'on dégage. Merci. Merci. Encore une fois, pour les personnes qui sont intéressées d'avoir une interprétation en français, les écouteurs sont dans ce coin là-bas, sur la gauche. Et même si vous avez besoin d'avoir du soutien pour entendre, donc c'est une très bonne idée. Donc, je voulais vous dire aussi que des jetons pour le TTC sont disponibles. Donc, si vous avez besoin de jetons pour rentrer chez vous ce soir, vous allez voir notre équipe là-bas. Assurez-vous bien de remplir la feuille de présence parce qu'on s'assurera de vous envoyer le rapport ainsi que le lien une fois qu'on aura terminé. Le processus que vous allez suivre maintenant, c'est une conversation. Nous espérons qu'à vos tables, vous allez choisir quelqu'un qui prendra des notes principalement, et puis ensuite décider de une ou deux personnes qui rapporteront les commentaires. Mais si vous êtes le genre de personne qui préfère écrire ou que vous avez beaucoup plus à dire, nous avons aussi un espace pour que vous le fassiez sur notre site web www.streetchecksreview.ca. Il est 6h35 maintenant si l'horloge est exacte. D'accord, merci. Je vais faire une petite pause et je vais répondre à la question. Par rapport à qui est dans la salle? D'après ce que nous savons, il n'y a pas de policiers dans la salle. Il est possible qu'il y en ait. Nous ne savons pas exactement. Bon, il y a certains policiers dans la salle. Nous ne savons pas qui est venu, mais laissez-moi vous toucher un mot par rapport à la participation à ces tables rondes. Le juge Tulloch vous a bien défini l'intention de ces consultations. Nous voulons savoir l'impact de ce nouveau règlement sur la communauté. Donc, on va demander à des personnes qui n'ont pas de telles contributions, mais qui souhaitent toujours de rester aux tables, d'être vraiment conscients de l'intention et du but de ce soir et de s'assurer que les membres de la communauté se sentent en sécurité et libres de partager avec nous ce qu'ils souhaitent.
Donc, je vais demander à ce que tout le monde aux tables soit vraiment conscient de cela et soit conscient aussi de l'espace que vous prenez lors de vos conversations et assurez-vous vraiment que tout le monde puisse parler, que tout le monde soit bien entendu. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous pensez que d'avoir un membre de notre équipe à votre table, vous saurez qui fait partie de notre équipe parce que nous portons ces badges blancs. Si vous voulez qu'un des membres de notre équipe vienne pour vous aider lors du processus, vous nous le faites savoir. Au niveau de la gestion du temps, il est 6h35 si je vois l'heure correctement. On veut vous donner assez de temps pour parler entre vous. Les les dossiers blancs ont toutes ces questions. Donc, nous voudrions que qu'une personne prenne des notes. Peut-être que vous pouvez le considérer comme en tant que facilitateur pour faire avancer la conversation et de prendre des notes. Et ensuite, vous pouvez choisir cette personne ou une autre qui va nous faire les commentaires. On va avoir jusqu'à 7h15, 7h20. On fera ce processus jusqu'à 7h25. Parce que je suis aussi consciente qu'il faut faire ce processus de nous rapporter vos dires. Donc, vers les 8 heures, nous allons commencer à faire les discours de fermeture, etc. Donc, on vous donne 55 minutes pour avoir vos conversations. Avez-vous des questions quant au processus? L'autre chose que je dirais, si vous regardez autour de vous, s'il y a certaines tables, il y a seulement 3 ou 4 tables, merci d'essayer de remplir les tables. Et si les personnes qui êtes sur les côtés, si vous voulez vous mettre à une table, s'il vous plaît, si vous pouviez faire de la place pour les personnes qui souhaitent se joindre à votre table. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais vous demander de rapporter votre attention vers ici. Merci vraiment d'être vraiment impliqué dans des discussions intenses. C'était magnifique. Maintenant, c'est le moment d'entendre un petit peu ce dont vous avez parlé. D'après ce que j'ai compté, nous avons 12 tables. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai raison? À peu près 12 tables et à peu près 36 minutes pour le faire. Ça veut dire 3 minutes par table. Nous espérons que vous avez bien choisi quelqu'un qui puisse faire le rapport. Et nous voudrions maintenant entendre un petit peu les points d'exergue dont vous avez parlé et que ceci soit donné par votre porte-parole. Donc tout le monde est en train de se disputer pour savoir qui va parler. D'accord. Donc j'espère que vous avez fait ce choix. Y a-t-il une table qui veut commencer? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord et qu'on puisse travailler avec ces 3 minutes? Cela vous paraît raisonnable? David est en train d'amener le micro. Donc, je vais juste demander si on pouvait obtenir un peu de silence dans la salle. Je suis vraiment contente de voir cet enthousiasme. Notre première table est prête pour faire sa présentation. Si on pouvait avoir votre attention et donner notre attention à cette personne. Bonsoir à tous. Je ne suis même pas certain comment je suis arrivé ici, d'être en plus, d'être la première table et la première personne. Je voudrais savoir qui est ce jeune homme qui m'a donné ce micro. Mon nom est Downey Gordon. Je vais être vraiment très rapide pour dire 2 points dont nous avons parlé à notre table. J'ai partagé des expériences personnelles que j'ai eues en tant que jeune homme noir à Toronto. Certaines de ces expériences étaient plutôt négatives quant aux interactions avec la police, mais je pense que je n'ai pas été gêné par les officiers de police. Cependant, pour que cela marche vraiment, c'est-à-dire que l'on doit vraiment modifier ce stigma négatif quant au fichage, et je pense que tout le monde peut faire quelque chose dans ce sens. Il faut faire d'autres choses afin d'informer le public et apprendre aux gens quels sont leurs droits. Et je pense qu'un effort soutenu
devrait être fait par les services de police afin que les individus sachent quels soient leurs droits. Pour que cela fonctionne, je pense que c'est une bonne façon de récupérer l'information et si on veut que nos communautés soient protégées. Mais pour remettre la confiance à un niveau, ce serait vraiment bien d'avoir ce nouveau règlement. Mais pour remettre la confiance à un niveau, je pense qu'il y a peut-être d'autres points qui doivent être adressés, surtout au niveau de la confiance, pour qu'on puisse vraiment avoir confiance et qu'on pense que c'est vraiment un moyen efficace de faire la police. Est-ce que cela rend un petit peu une idée de la conversation que vous avez eue? C'est vraiment le point focal? Merci. La conversation que l'on a eue encore, c'était de remettre la confiance par rapport au processus. Et je pense que cela prendra du temps pour que l'on retrouve la confiance. Ça va prendre de l'éducation. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important et qui doit ressortir de ce processus, l'éducation du public et de la police. C'est-à-dire que les individus sachent vraiment ce qu'on peut faire et ou pas. Principalement, nous devons connaître nos droits individuels. Et avant de venir ici, je n'avais aucune idée que je pouvais en fait refuser de donner mes documents s'ils m'arrêtaient dans la rue. Il y a toujours ce sentiment de peur par rapport aux expériences que nous avons eues ou des histoires que l'on a vues à la télé et aussi en particulier ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc il y a cette peur et je pense que nous devrions être éduqués, informés pour que nous ayons vraiment le sentiment que nous ne sommes pas obligés de fournir les informations demandées par le policier, par l'agent de police lorsqu'il nous arrête dans la rue. Donc d'avoir de l'éducation pour le public et aussi plus de formation pour les agents de police. Merci beaucoup. Si on pouvait passer à une autre table. Juste avant que tu commences, ma sœur, est-ce que je pourrais demander que les tables qui ne partagent pas ne parlent pas? Donc si la personne qui a le micro pouvait être la seule personne à parler. Vous voyez que toute l'équipe essaye de prendre des notes. J'essaye d'entendre, le juge Tulloch essaye d'entendre, donc merci beaucoup. Mon nom est Latanya Grant. Bonsoir tout le monde. L'une des choses dont on a parlé à notre table, c'est pourquoi est-ce que ce nouvel règlement a été mis en place? Parce que c'était en 2017, mais en 2014, le 24 août, mon cousin Jermaine Kirby a été tué à cause du fichage. Donc, ce que ça veut dire, c'est vérification et cela veut dire des détentions arbitraires au niveau du règlement. Et c'est pour ça qu'ils l'ont modifié, parce qu'ils ont commencé à comprendre que c'était une violation de notre charte des droits de la personne. Donc, au lieu d'être poursuivis en justice, ils ont essayé de se protéger. Donc, si on pense que ces contrôles de routine sont au bénéfice du public, non, pas du tout. Ils prennent vos informations, ils mettent tout ça dans une banque de données, peu importe ce qui s'est passé dans l'endroit. Si vous m'arrêtez dans la rue, ça ne devrait pas être rentré dans une banque de données. Comment est-ce qu'on peut vraiment avoir la garantie que ces données ont été retirées après 24 heures? Et pourquoi est-ce que nos informations seraient dans la banque de données si on n'a pas fait de crime? Qu'est-ce que ça veut dire ce receipt? Est-ce que les policiers vraiment suivent cette procédure de nous donner ce receipt? Quand les gens sont arrêtés et ont été tués, ils sont racialisés. Mon cousin a été tué parce qu'il était dans une voiture. Quand mon cousin a été tué en 2014, le 24 août, ils ont parlé au conducteur, ils ont demandé au conducteur son permis de conduire, son immatriculation, son assurance. Ils ont encore administré un test d'alcoolémie. Et une fois que tout ceci s'était passé, ils auraient dû laisser partir la voiture et ils ont fiché mon cousin et ils l'ont tiré 3 fois. Pourquoi? Alors qu'il allait chercher des Burger King à 5 minutes de la
maison. Donc la police, non, ne devrait pas être autorisée de vous parler, pas du tout, à moins que ce soit vraiment un officier de police qui a été mentionné par la communauté. Vous parlez à la communauté, vous avez une relation, vous avez des relations, des liens avec la communauté. Vous n'êtes pas un officier de police à Peel alors que vous vivez à Oshawa. Si vous êtes un officier de police, un agent de police, et que vous me harcelez et que vous savez que je peux peut-être vous voir à l'épicerie du coin, vous allez certainement pas me harceler. Mais si vous savez que vous n'allez jamais me voir dans ma ville, vous allez certainement me harceler. Ensuite, pour la dernière partie, si l'on refuse de donner cette information, la plupart des hommes noirs sont, quelque part, ils se sentent inférieurs, ils se sentent retenus, ils se sentent intimidés. Officier, je ne veux pas vous parler, je ne veux pas me recevoir une balle dans le dos. Donc voici des choses qui ne vont jamais changer, à moins que les agents vivent dans la communauté ou seulement ne nous parlez pas, à moins qu'il y ait une vraie raison. À moins qu'il y ait vraiment un problème, vous n'avez pas le droit de me parler. Et moi, j'ai pas le droit de vous parler, mais puisque mon cousin est mort ce soir-là en 2014 et que cela leur a mis 3 ans pour mettre en place ce règlement, quelqu'un est mort à cause de cela. Donc nous avons maintenant un procès de 12 millions de dollars contre la police de Peel parce que la charte des droits de la personne de mon cousin ont été violés. Donc quand je parle de ce sujet, c'est vraiment important parce que mon cousin est mort. Il était passager dans une voiture, il devrait être en vie, mais le fichage a tué Carby. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une autre table, s'il vous plaît? Je m'appelle O.G. Maxwell. Dans mon groupe, quelques points importants, c'est-à-dire l'éducation de la jeunesse. J'ai l'impression que dès le début, c'est un stigmate. Dès qu'on voit un officier de police, on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Dès le début, on a cette façon de penser négative, donc il ne peut pas y avoir rien de positif qui ressort. Donc je pense qu'il doit vraiment y avoir une progression au niveau des activistes dans la communauté, des parents, des professeurs, peu importe qui a un impact sur les jeunes pour qu'on apprenne aux jeunes que ce n'est pas parce qu'une personne a un badge que vous devez avoir peur ou vous devez être défensif ou que vous devez commencer à mentir parce que cela va commencer quelque chose de négatif qui ne pourra pas devenir positif. Nous avions aussi le sentiment qu'il y a vraiment un besoin d'avoir un sens de responsabilité, qu'il y a un équilibre des pouvoirs. C'est moi-même qui ai dit que quand quelqu'un arrive à avoir ce badge ou cet uniforme, il y a de façon inconsciente une idée, se disant maintenant je suis une personne d'autorité et avec cela tout le monde est un humain, peu importe si la personne l'utilise d'une façon positive ou négative, c'est fonction de la personne et de l'état psychologique, l'état mental de cette personne. Donc je pense que d'avoir vraiment un sens de responsabilité par rapport à cette autorité et d'aussi savoir quel est ce pouvoir et que les responsabilités derrière ce pouvoir sont vraiment importantes et qu'on ne devrait pas passer là-dessus. Quant à un impact positif que cela pourra avoir dans la communauté, c'est que dans les communautés, de permettre aux agents de police, par exemple, d'avoir des interactions avec les jeunes de la communauté, que ce soit avec les équipes de sport, du foot. Ce n'est pas vraiment important que la police vous demande des papiers d'identité, mais qu'ils disent « Oh, je me souviens de vous, il y a 3 ans, on a joué au foot ensemble. » Mais il y a un lien dans ces cas-là. Comme nous sommes des êtres humains, de ramener les agents de police à des interactions humaines et que de se dire avant d'avoir le badge, avant d'être des criminels, nous sommes des êtres humains et que nous avons des interactions entre êtres humains. Je pense qu'on pourrait éviter des interactions qui soient vraiment négatives et compliquées. Une autre chose, nous avons le sentiment, pardon, en tant que groupe, pas seulement moi, il y a des choses qu'on ignore
Par exemple, il y a certaines cultures, il n'est pas poli de regarder quelqu'un dans les yeux ou de serrer la main. Donc, par exemple, si un agent de police n'est pas informé par rapport à ces différentes cultures qui sont autour d'eux, ou certaines des choses que les personnes ne font ou pas en fonction de leur éducation, peut-être qu'ils ne pourront pas avoir assez de discrétion pour pouvoir distinguer si s'ils doivent suspecter quelqu'un et vraiment aller les voir, ou vraiment si c'est une très bonne personne et la meilleure des personnes qu'ils puissent être. Donc je pense que c'est vraiment important de donner crédit aux cultures différentes, et aux différentes pratiques et de les respecter. Et ça n'est pas parce que quelqu'un n'habite plus dans leur pays d'origine qu'ils n'ont plus le droit de respecter, de pratiquer la culture comme ils ont été élevés. Donc voilà des choses dont on a parlé. Nous avons aussi le sentiment que ce serait vraiment bien d'avoir des chefs de la communauté qui seraient la voix, qui pourraient parler à la police ou qui pourraient aller s'asseoir avec les agents s'il se passe quelque chose dans la communauté. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas un homme ou une femme qui pourrait être à l'avant et qui pourrait représenter sa communauté, s'assurer non seulement que les gens dans la communauté se sentent en sécurité, mais qu'aussi leurs préoccupations soient entendues, leurs plaintes. Très souvent, on oublie tout simplement les plaintes. Sauf si on va obtenir de l'argent, souvent on pense que nos plaintes n'ont aucun poids. Je pense que ça aurait vraiment un impact important. Merci, merci beaucoup. Dave, il y a beaucoup de tables par ici. Bonsoir, juste quelques points principaux. Tout d'abord, je dirais que personne d'entre nous ne sommes d'accord avec le processus de ces contrôles de routine, mais on doit faire face à cette réalité. La plupart d'entre nous ne pensons pas qu'il y ait aucun bénéfice pour la sécurité de la communauté. C'est une violation et une perte de nos droits, ou des documents qui peuvent être utilisés contre nous. Nous sommes d'accord que la plupart des personnes ignorent le règlement. Il n'y a pas eu beaucoup d'éléments marketing. Donc, et surtout au niveau des publicités. Donc je pense qu'il n'y a pas eu assez d'intention pour informer, donc d'avoir une campagne médiatique qui soit continue. Les médias sociaux sont tellement importants en ce moment, par exemple les écoles aussi, de faire une campagne d'éducation. À Peel, on a encore des agents de police qui devraient avoir ces conversations avec les étudiants et aussi d'utiliser des supports de communication communautaire comme les papiers, les journaux communautaires. Donc il devrait vraiment y avoir un effort pour promouvoir. Est-ce que je peux demander une clarification, un éclaircissement? Pour promouvoir quoi? Le nouveau règlement ou quoi? Pour promouvoir une information au niveau de nos droits. Merci beaucoup d'avoir demandé, madame. Juste pour que les gens connaissent leurs droits. Et cette démarche devrait venir des personnes qui ont le pouvoir. Une des choses dont on a parlé, c'est aussi l'idée des reçus. C'est une bonne idée d'avoir un reçu, mais cela n'améliore pas les choses. On nous a demandé nos papiers d'identité en premier lieu. Donc un souci sont au niveau des règles que doivent suivre les agents. Cela peut être sur des façons partielles, mais comment est-ce qu'on peut déterminer cela? Ils peuvent dire n'importe quoi. Donc je pense qu'on devrait s'en débarrasser parce qu'en final, un agent peut inventer n'importe quelle raison en disant voilà, j'ai une raison légitime et donc j'ai l'autorité de le faire. Je pense que ce jeune homme noir de Fontaine Miller, je pense qu'il avait fait savoir à l'agent qu'il n'avait pas à répondre aux questions et regardez ce qui s'est passé pour lui. Donc il faut vraiment qu'on soit conscient qu'on peut
être au courant de nos droits, mais on n'est pas en sécurité quelquefois quand on utilise nos droits. Au niveau de la responsabilité, je veux dire que tout ce processus ne voudra rien dire s'il n'y a pas vraiment une responsabilité. Il y a des politiques et puis des formations qu'il n'y a pas de responsabilité pure, c'est juste un gaspillage de temps. Pour toutes les consultations, il y a de nouvelles politiques, il y a plus de formation, de la supervision, mais toujours, ils peuvent toujours s'en sortir. Donc vraiment, la responsabilité soit mise en avant sans faire perdre notre temps. C'est-à-dire que ces personnes doivent être responsables parce qu'elles peuvent prendre nos vies. Donc, ils doivent être rendus responsables pour ce qu'ils font. Donc, à la fin de l'année, de faire des rapports au public, regarder les agents de police et qui sont ceux qui font de nombreux contrôles de routine. Quels sont leurs agissements avec la communauté? Y a-t-il eu de nombreuses plaintes envers eux? Et au niveau des éléments démographiques dans la communauté où ils font ces contrôles. Y a-t-il autre chose? Pardon, je vais vous demander d'arrêter. Merci beaucoup, merci. Merci. Bonjour tout le monde. Mon groupe avait quelques points à dire et je pense que ce point juste ici, le dernier qui est en jaune ici, ce point nie tout le reste. Est-ce que vous pourriez le lire à voix haute, s'il vous plaît? Dans de rares cas, si le respect des règles susmentionnées risque de compromettre une enquête, de menacer la sécurité publique ou d'obliger un agent de police à révéler des renseignements confidentiels, l'agent de police n'est pas tenu de vous informer du motif pour lequel il tente de recueillir les renseignements identificatoires. Donc déjà, de dire que vous avez le droit de refuser de lui donner vos papiers d'identité, de vous donner un reçu concernant l'interaction. Donc voilà. C'était juste pour faire un petit peu de drame. Mais cette chose juste ici, il est dit que vous savez où j'en suis là? S'ils considèrent des activités suspicieuses ou s'ils font des enquêtes sur des communautés criminelles dans la communauté, par exemple. À quoi ça ressemble ça? Personne ne sait qu'on sait. S'il y a des rubans de sécurité, on sait. Mais s'il n'y a pas de ruban de sécurité, on ne peut pas savoir si on a le droit d'y aller et de savoir si on peut parler avec ces agents de service client qui ont des armes. Donc, je mentionnerai, c'est que la même chose, comme quand le glacier arrive dans votre quartier, vous l'entendez. Vous avez le choix. Est-ce que je vais courir pour aller chercher de la glace ou alors je reste à l'intérieur? Je pense que les voitures de police, parce qu'elles sont équipées, elles devraient avoir une sirène communautaire dans le parking à l'extérieur et dans le voisinage pour faire savoir hey, « Salut, enquête de patrouille ici, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez sortir maintenant et puis vous venez nous parler. » Et ce ne sont pas les sirènes habituelles qui nous font peur. La suite, le point suivant. On ne doit pas avoir de rats. Levez la main si vous connaissez ça. Comment est-ce qu'on va faire? Non, pas de rats. Est-ce que cela paraît logique de parler à des gens dans notre communauté pour résoudre les meurtres qui se passent dans nos communautés? Non, parce que le rap dit que non. Et nous devons commencer à apprendre aux jeunes générations, de ne pas avoir peur avec les agents policiers, aussi quand pouvoir exercer vos droits et pas. Cette chose qui dit no snitching n'a aucun sens quand on se plaint au niveau des meurtres dans notre communauté et ils sont en train de taper à notre porte sans leur musique et on ne sait pas du tout si c'est le moment d'aller leur parler ou s'ils cherchent quelqu'un à tuer. Mais si on ne sait pas, allez, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir
Il doit y avoir une communication entre les agents de police et la communauté. Les gens sont des gens. Quand ils sont nus dans leur lit, ce sont des gens. Quand ils se réveillent, nous sommes tous des gens. Donc, si on continue de faire la ségrégation quand ils conduisent et que nous, on reste encore, c'est community watch, ce n'est pas des discours communautaires. Je vois toujours des agents, quand je leur parle, ils me connaissent, ils connaissent mon visage et je n'ai rien à cacher, mais il faut dépasser cette ligne rouge et arrêter tout ce que vous faites, tout ce que vous savez dans la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez le meurtre ou pas? Vous êtes avec moi? Bonsoir. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'on pourrait avoir... passer à une autre table, s'il vous plaît. Vous étiez très marrant. C'était un petit peu difficile à suivre, mais bon. Il y avait 20 questions à voir en 55 minutes et vous avez seulement 3 minutes pour faire votre rapport, donc c'est un petit peu rapide. Parce qu'on sait qu'il y a des documents, que cela est documenté par les chercheurs. Nous espérons que les réponses feront par question. Question 1, ce groupe avait 2 mères, 2 pères, avec 2 jeunes qui sont dans la vingtaine. Donc tout d'abord, la première des choses qu'ils voulaient vous faire savoir, c'est qu'ils pensaient que c'est pas un endroit sécuritaire parce que les officiers de police ne sont pas identifiés, bien que certains ont dit, et que ça donne vraiment des souvenirs de cette culture du carding parce qu'on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils veulent trouver. Donc je pense que doit être, si vous voulez vraiment entendre des histoires communautaires, il faut vraiment régler cela. C'est que certaines personnes ne se sentent pas en sécurité pour parler de certaines situations. Le groupe a le sentiment que ce processus légalise la trajectoire pour faire ces contrôles de routine. Donc nous avons le sentiment que ces contrôles et qu'il y a aussi des TPS, que les porte-parole de la communauté ont été ignorés, que le fichage est devenu systématique. Donc, après quelques consultations, le fichage devrait s'arrêter. On se disait il aurait dû s'arrêter. D'autres personnes m'ont dit que non, parce que tous les jours, les médias sociaux me disent que mon frère, ma sœur et surtout les personnes de descendance africaine sont arrêtées, sont agressées, sont en danger en permanence. Question 2. Quant au fait d'écouter, c'est d'avoir le fichage formalisé, cela veut dire qu'on ne nous écoute pas. Question 3. Est-ce que vous êtes au courant du nouveau règlement? Nombre de personnes disent non, nous ne sommes pas au courant. C'est vraiment similaire à ce qui est exprimé ici. C'est de nous informer. C'est vraiment, on se sent vraiment déconcerté. Qu'est-ce qui va se passer entre la consultation? C'est encore un nouveau tour de consultation. Donc pourquoi est-ce qu'on a encore ces problèmes de fichage si vraiment le règlement est entré en vigueur le 1er janvier alors que la communauté a déjà dit clairement qu'on n'en voulait pas? Question 4. Est-ce que les membres du public sont assez informés au niveau du règlement? Non. Quand on passe au niveau des arrêts par la police, vous pensez qu'il y avait un bénéfice au niveau de la sécurité? Tous les personnes à notre table ont dit que non. Ils pensent que cela limite le mouvement au sein de la communauté. Ils ne savent pas quand les policiers sont dans leur communauté. Il n'y a pas de sonnette comme le camion de glace, donc ils peuvent aller où ils veulent. S'il y a une voiture qui est garée dans la communauté, les gens ont peur. Ils ont peur de sortir dans le coin de Weston Road ou Jane and Finch. Des membres de la communauté sentent le poids et se sentent ralentis. Donc, si vous savez ce que ça veut dire d'être arrêté, ça veut dire que votre vie s'arrête. Le message massif en 30 secondes, c'est que ce processus nous donne une version un petit peu plus glacée, plus en lumière de ce qui s'est passé. Les reçus ne sont pas simplifiés. Donc certaines divisions de police ont différents formulaires. L'un peut être comme une carte d'affaires, d'autres peut être
une note dans leur dossier. Quel est le processus afin d'obtenir cette information? Est-ce que les gens savent que de rejoindre le directeur du BDIEP et qu'on puisse accéder à cette information une fois qu'il y a une enquête et que l'on doit procéder à un cas avec des droits de l'homme? Pourquoi est-ce qu'il y a un manque de confiance comme ça dans la communauté? Pourquoi est-ce que ces membres de la communauté n'ont pas été inclus dans ce processus qui est fait par des gens qui ont brisé les communautés? David, vous savez vers quelle table vous allez? Voilà, merci. Ce que je vais recommander au groupe, c'est qu'on a déjà vu plus de la moitié des tables. Donc maintenant, c'est l'occasion de parler seulement des points qui n'ont pas été mentionnés encore. Mais on n'est pas allé si loin. Donc, mon nom est Tyler Murphy. Est-ce que vous en avez entendu des contrôles de routine? Oui, ce nom, Street Check, c'est nouveau. Avant, on parlait d'un rapport d'incident. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi, les contrôles de routine? C'est un consensus général à la table que c'est une façon d'arrêter les gens sans avoir des problèmes, de les obliger à s'identifier, de garder un rapport de leur identification, alors qu'auparavant, il fallait être visible pour ce faire. 3. Est-ce que vous êtes au courant de ce nouveau règlement qui est entré en vigueur? Non, tout le monde en a entendu parler, mais personne n'a vraiment l'information. Est-ce que les membres du public connaissent assez au niveau de ces règlements? Non, je ne pense pas. Même les personnes qui travaillent dans le domaine juridique, et même les agents de police ne connaissent pas si bien que cela. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer nos droits? C'est une question un petit peu piège parce que de savoir vos droits, et surtout quand vous dites ça à l'agent de police quand vous êtes sur le bord de la route, c'est vraiment différent. Par mon expérience, ils sont contrariés, ça escalade les choses peuvent tourner vinaigre très vite. Pourquoi est-ce que je dois m'identifier? Et cela les énerve, ils ne vous écrivent pas. En principe, ça les énerve. Est-ce que je pense que ces contrôles de routine auront un bénéfice pour la sécurité du public? Si c'était fait vraiment convenablement, oui, parce qu'il y a des criminels qui n'ont pas été encore attrapés. Mais si c'était fait vraiment convenablement, oui. Est-ce que ça l'est fait convenablement? Quand est-ce que les gens s'arrêtent avec les personnes dans la communauté? C'est quand ils ont de véritables motifs de le faire. Pas seulement parce qu'ils sont là. Ils arrivent dans une communauté et tout le monde qui est à un certain âge ou qui correspond à une donnée démographique va subir ce fichage, tout simplement parce qu'ils sont là. Quelles sont les obligations des agents alors qu'ils s'arrêtent? Ils doivent s'identifier tout d'abord. Ils doivent être amicaux. S'ils arrivent pour vous demander vos dossiers de papier d'identité, peut-être qu'il faudrait qu'ils s'identifient, que vous détendiez un petit peu. Ils devraient aussi répondre. Pourquoi est-ce que je suis arrêté? Quelle est votre raison pour m'arrêter? Ils doivent répondre. Voilà, c'est mon avis. Merci beaucoup. Il y avait une autre table ici, juste par ici. Je ne vais pas repasser tout le questionnaire, mais tout d'abord, nous voudrions vraiment parler du premier point, c'est quand ils enquêtent sur des activités suspicieuses. Nous savons que toutes les personnes qui sont noires ou marrons sont suspects. Point. Ce n'est pas une politique publique, c'est une perception. Une autre chose, c'est qui a été aussi mentionné, les personnes qui sont formées, ils sont formés de façon militaire alors qu'ils sont censés être des fonctionnaires. Il y a vraiment une différence entre être une force militaire ou un fonctionnaire quand vous avez affaire avec les communautés. Vous ne pouvez pas avoir ça, donc il faut choisir un côté. Soit vous voulez être un militaire, vous allez chez les militaires. Mais cela ne va pas fonctionner. Si vous dites que vous êtes
un fonctionnaire et que vous voulez travailler avec la communauté, c'est voilà. Nous ne voyons pas cela qui marche. On n'arrête pas de vous dire ce qui marche, mais personne n'écoute. Voici ce qui marche. On peut être assis ici et à vous donner plein d'idées pour voir comment on peut modifier la perception, comment on peut commencer à considérer les choses d'une façon différente. Nombre des points que ce jeune homme et que cette femme qui a parlé ce soir. Et cela doit avoir à faire avec toutes les nouvelles technologies. Non, on ne fait pas ça. On essaie toujours de se concentrer sur des trucs comme ceci. Donc, je pense qu'on considère mal les choses. Pourquoi est-ce que ce serait notre responsabilité en tant que communauté quand c'est la police qui approche les choses avec un mauvais abord? Nous, on se fait un remue-ménage, alors que ce sont les agents qui devraient être reformés et qui devraient approcher les choses d'une autre façon. Ce n'est pas notre travail de faire ceci. Et plus de nos droits sont violés quand on en parle de multiculturalisme, de toutes ces choses qui sont fondées au niveau de la Constitution canadienne, pardon, c'est vraiment stupide. Donc pour moi, on n'a même pas revu toutes les questions parce que, attendez une minute, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe avec ça? On pouvait même pas aller jusqu'en bas parce que c'est trop contradictoire, hein, beaucoup à faire, beaucoup plus. Cette personne a dit ce sont des services à la clientèle. Si vous me donnez un reçu, vous donnez une preuve d'achat, vous êtes juste un numéro et vous êtes le type là. Mais vous mentez parce que vous continuez de revenir et d'avoir toute cette bouffe. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Merci. Une autre table? Quelle table n'a pas encore parlé? On va être rapide. Juste quelques points. Pas autour des questions. Certaines personnes ici, et ce n'était peut-être pas planifié, mais certaines personnes ont parlé de consulter dans certaines communautés et surtout de parler aux jeunes dans des consultations privées. Quelqu'un a parlé de cette idée, c'est pas au niveau du fichage, c'est au niveau du stéréotype, des harcèlements, de la surveillance raciale. Alors que nous avons cette conversation au niveau des règlements, nous oublions même le contexte social dans lequel cela a lieu au niveau de ces contrôles d'identité. Donc, dans un contexte plus social, c'est comme si on ignorait qu'il y a du racisme contre les Noirs et qu'il y a vraiment une dynamique au niveau des pouvoirs quand les gens et les agents de police ont des interactions. Et quand les gens parlent vraiment de leur expérience au niveau du fichage, c'était pas seulement de donner votre papier d'identité et qu'on écrit votre information. C'est parce qu'on va nous fouiller, c'est à chaque fois qu'on va nous arrêter et qu'à chaque fois les policiers auraient sorti leur revolver et qu'ils seraient pointés sur eux. Certains ont mentionné aussi l'idée que ces contrôles de routine sont de toute façon illégaux et d'avoir ces reçus policiers, ça ne veut rien dire du tout. En plus de cela, certaines personnes ont dit qu'ils aimeraient avoir aussi une autre façon de faire des commentaires. C'est-à-dire, si on vous donne un reçu, vous pouvez aller tout de suite en ligne et avoir des commentaires quant à cette interaction et de pouvoir la rendre publique et de cette façon influencer pour les formations et aussi que ce processus soit vraiment surveillé. Et au niveau de la compréhension du règlement, la plupart des personnes disent qu'ils connaissent l'existence du règlement, mais ne connaissent pas le règlement en détail. Et surtout qu'il faudrait qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait des parents, qu'il doit y avoir une campagne d'éducation publique qui implique les parents, les écoles, les curriculums, etc. Je voudrais juste dire un mot de conclusion pour la table et d'exprimer le sentiment général de façon fondamentale. On n'aborde pas la question. Le problème d'arrêter les gens dans la rue, c'est une infraction au droit pour les personnes noires. Cela devrait s'arrêter immédiatement. Je ne pense pas qu'on peut commencer à penser en se demandant si on devrait donner une carte ou un reçu. Ça n'a aucune logique. La police ne devrait pas arrêter des gens de couleur dans la rue pour le simple fait qu'ils ont l'air suspects.
Non, on aura l'impression que c'est l'Union soviétique. C'est vraiment important de vraiment comprendre que de porter un reçu, c'est ce qui se passait dans l'apartheid en Afrique du Sud. Nous sommes au XXe siècle, 21e siècle au Canada. Chaque homme noir à la table, je leur ai demandé, avez-vous été arrêté par la police? Chacun d'entre eux ont été arrêtés. Je voudrais savoir combien de personnes de couleur ici n'ont pas été arrêtées. Combien de personnes de peau blanche ont été arrêtées? L'expérience sociale que nous avons traversée en tant que culture et pour nos enfants, et que ce soit d'accord d'avoir des officiers de police dans les écoles. Dans combien de pays vous voyez des agents de police dans le monde? Quelque chose est faux, quelque chose ne marche pas dans la société. Quelque chose doit être mis en place. Mon nom est Makara Peter. Je voudrais juste dire que les idées sont vraiment possibles à faire. Ça coûte seulement 30 000 $ à construire. Si on ne peut nier le fait qu'il y a besoin d'un règlement, peu importe comment on l'appelle, le fichage, c'est subjectif. J'habite en ville, j'ai été arrêté de nombreuses fois. Ça ne veut pas vraiment dire grand-chose pour moi. On a un petit peu considéré tout cela, mais il y a certaines personnes qui doivent être arrêtées. Il doit y avoir un règlement et certaines personnes oublient que les agents de police sont des gens normaux qui ont besoin de faire de l'argent. Donc peut-être la deuxième, troisième année, après avoir des expériences, ils commencent à avoir des préjugés, ils agissent sur ces préjugés. Ce n'est pas vraiment leur faute, mais est-ce qu'on pourrait trouver un moyen pour qu'il y ait 30 000 agents qui ne développent pas cette mentalité? Parce que je n'ai pas de réponse à cette question. Je suis allée à l'école pour la criminologie, j'ai l'opportunité d'être dans la commission parce que ce jeune homme est mon oncle. Mais c'est surtout de pouvoir protéger les gens et laisser les officiers participer dans la communauté pour nous aider, pour nous protéger. Mais ne pas infliger et d'imposer des préjugés. Donc, à notre table, il y avait les deux côtés de l'histoire où de nombreuses fois, ils ont trop de préjugés, mais en même temps, comment est-ce que vous arrivez à naviguer là-dedans en tant qu'agent de police dans la durée? C'est vraiment difficile parce que vous voyez, vous entendez des histoires de quelqu'un qui est tué dans sa voiture, on se dit merde. Mais de quelquefois, il y a des personnes qui sont arrêtées qui ont 2 revolvers sur eux. Et s'ils n'étaient pas arrêtés, si on les arrête, ça permet de retirer ces revolvers de la circulation. Si par exemple ils sont arrêtés, ils trouvent pour 1 000 $ de revolvers et des drogues, c'est parce qu'il y a des enquêtes actives. On ne peut pas dire de rien faire du tout parce que dans ces cas-là, ces gens pourraient s'échapper en permanence. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire sans... C'est vraiment une situation difficile dans laquelle être. Dave, vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Merci. Combien de tables reste-t-il encore? Il y en a une là? Oh, OK, juste où vous êtes. Parfait. Merci. Mon nom est Jordan Clark. La plupart des personnes à ma table sont parties maintenant, mais on a passé la plupart du temps à parler de nos expériences qui étaient très subjectives. Les fois où j'étais fiché, j'étais dans des endroits où je n'étais pas supposé être. Ce sont des endroits soi-disant trop beaux pour des personnes noires. J'étais dans mon entrée, dans mon allée, on m'a demandé mes papiers d'identité, on m'a demandé mes papiers d'identité et on m'a même dit que c'était un voisinage trop joli pour quelqu'un de noir. Donc pour continuer la conversation qui était à l'avant-dernière table, c'est vraiment un problème racial. C'est un rapport des activités des esclavagistes des années 1800. Si vous pensez au rassemblement de l'intelligence, les enquêtes des activités criminelles dans les communautés, etc., c'était la même chose que les patrouilles des esclaves faisaient
en 1800, peu après l'émancipation. Donc, au niveau des communautés, où quand les agents viennent et qu'ils n'ont absolument aucune raison d'y être, en dehors que de montrer qu'ils ont un statut et pas de faire respecter la loi, qui est de maintenir la santé du corps plutôt que de remplir leurs quotas. C'est vraiment quelque chose qui doit être confronté par les agents de police et les stations de police, parce que tant qu'on ne fait pas face à ces problèmes, on va avoir des lois et des lois et des législations, mais les problèmes principaux resteront les mêmes. Merci beaucoup. Bonsoir. Mon nom est Dr McIntosh. Je suis un docteur en médecine. Je suis ici depuis 1968. Je pense que je peux parler de ce sujet en long et en large. Je pense au niveau des contrôles de routine. Le fichage, c'est quelque chose que personne ne veut. On n'en a pas besoin. C'est une invasion. 95% des personnes qui subissent le fichage sont des personnes de couleur. Vous dites que c'est important qu'on ait été les victimes de ces fichages. Non. Responsabilité. Si nous n'avons pas mis en place la responsabilité des agents alors qu'ils arrêtent quelqu'un, ils sont soi-disant punis. Je ne veux pas dire qu'on les fait arrêter de travailler, mais en plus, ils reçoivent encore leur paie. Ce n'est pas une punition. Il doit exister une sorte de punition pour eux. Fournir un reçu. Un reçu peut être utilisé si on le met sur Facebook, par exemple, et qu'on met le nom du de l'agent de police, pardon. Ça ne veut dire absolument rien. Rien du tout. Rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si on a déjà laissé toutes les tables parler, ce serait bien. Oui, Monsieur Singh, j'ai besoin de vous juste ici avec le micro. Tania, pour laisser les personnes se présenter. Ils puissent partager. Bonsoir à tous. Je suis ravie de voir tellement de personnes qui soient venues ce soir à la consultation. Tout d'abord, je voudrais vous faire savoir que je ne fais pas partie de cet examen pour le règlement. Je suis un membre de la communauté indépendant et je suis avocat. Mais tout d'abord, je suis comme vous, je suis un activiste de la communauté pour m'assurer que nos droits en tant que Canadiens soient sécuritaires. Je n'étais pas là parce que je voulais parler avec le public et clarifier certaines méconceptions et des sentiments qui traversent la pièce. Pour que vous compreniez ce que je dis, c'est qu'on prend beaucoup d'expérience d'être fiché, et c'est aussi de négocier et de parler avec la police, la commission de la police et le ministère de la sécurité communautaire. Je voudrais vraiment que vous fassiez attention et que vous vous en imbibiez. Ces règlements que nous avons en place ici, ce n'est pas une nouvelle loi, ce n'est pas une nouvelle introduction pour formaliser ces contrôles d'identité. Ce que c'est que c'est un résumé d'une
décisions de la Cour suprême et de la Charte des droits de la personne au Canada qui ont été mis sous un format spécial pour les agents de police pour qu'ils apprennent, qu'ils suivent et qu'ils gèrent leurs actions avec la communauté. Je sais qu'on a l'impression que c'est un petit peu l'inverse et qu'on a mis ces règlements pour légaliser le fichage. Pas du tout. Selon la loi canadienne et surtout la charte, chaque personne est libre de la détention. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être détenu de façon arbitraire. Selon le paragraphe 8, vous avez le droit de ne pas être fouillé de façon non raisonnable et que votre propriété soit saisie. La section suivante est au niveau des libertés. Les raisons pour lesquelles nous avons ces règlements, c'est que tout d'abord, les agents n'ont pas fait leur boulot de façon correcte. Quant aux interactions plus spécifiquement avec la population africano-canadienne. Vous voyez un petit peu le nombre de choses que vous avez vues dans les médias ces temps-ci par rapport aux agents au niveau de manger la marijuana, de saisir des preuves. Ça n'est pas légal, mais certains agents le font. Je ne vais pas dire tous les officiers, mais certains l'ont fait. On a saisi des propriétés de coffres-forts. Ça n'est pas légal, mais certains agents ont fait. Donc d'arrêter des citoyens ou de demander leur papier d'identité, ce n'est pas légal et ça ne le sera jamais. Mais puisque notre communauté a été ciblée, il reste silencieux, il ne parle pas. Et quand on ne parle pas, quand on ne prend pas le risque de parler, on n'obtient pas de résultats. Il y a 5 ans, les gens ont commencé à parler, même avant cela, mais les médias n'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait attention. À partir de 2013, les médias ont commencé à faire attention. En 2016, le gouvernement est rentré et a dit qu'il va falloir arrêter cette méthode parce que c'est vraiment corrosif. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons tous les outils devant nous. Tout d'abord, vous n'avez aucune obligation de ne parler à qui que ce soit ici. Tant que vous êtes sur le sol canadien, vous avez le droit au silence dans toutes circonstances. Ensuite, au niveau des interactions et comment elles vont tourner, quelquefois, il n'est pas vraiment conseillé de devenir un petit antagoniste ou de menacer. Quelquefois, il vous faudra parler, mais vous avez ce droit. Ce qu'il vous faut faire, c'est de vous souvenir que l'agent à qui vous parlez et que vous sachiez aussi leur numéro de badge. Parce que si vous ne logez pas une plainte, rien ne se passe. Nous sommes ici aujourd'hui parce que la communauté s'est plainte. Les professionnels juridiques, d'autres personnes sont venues en force en 2016 et se sont assurés que ces différentes politiques soient mises en place afin que l'on contrôle la façon dont agit la police. Les reçus sont vraiment utiles dans ces cas-là. Par exemple, si vous êtes arrêté et que l'agent ne soit pas obligé de vous fournir un reçu de cette interaction, comment est-ce que vous saurez à qui vous plaindre et comment? Une fois que vous avez ce reçu, vous avez le numéro de matricule, vous avez la raison de l'arrêt et encore, vous n'êtes pas obligé de l'information. Et si vous refusez de parler, il est tout de même obligé de fournir le reçu. Donc c'est quelque chose que la communauté ne semble pas comprendre. Et je sais que mon frère Danny a mentionné. Qu'en est-il de ces exceptions où les exceptions sont vraiment un problème? Parce qu'elles vont créer une situation où les agents vont pouvoir faire des convolutions et s'en sortir sans suivre le règlement. Mais à aucun moment, un agent de police ne peut vous détenir arbitrairement, vous saisir de la propriété de façon illégale. Si cela se passe, vous devez contacter quelqu'un à qui vous avez confiance dans la communauté, comme par exemple moi-même ou d'autres avocats qui sont volontaires et qui vont vouloir se battre pour vous et qui vont vouloir amener ces tâches devant le BDIEP ou devant le tribunal des droits de la personne. Donc, ce qui est vraiment important que vous retiriez d'aujourd'hui, c'est que vous avez un gouvernement provincial qui a la volonté de faire ces modifications et qui en a fait et qui a fait des suivis par rapport à ces changements. Les règlements étaient déjà mis en place. Cette consultation est parce que le gouvernement de la province et dans la communauté de la justice comprennent qu'il y a toujours un problème
Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, on m'a encore fait du fichage, on m'a arrêté. C'est que les règlements sont compliqués, oui, mais la solution est simple. Rappelez-vous de qui vous a parlé, rappelez-vous que vous avez le droit de rester silencieux et rappelez-vous que si on vous demande votre information, on doit vous donner le reçu. Et pour les personnes qui sont coupables, ou si vous êtes coupable de quelque chose, les agents vont vous arrêter. Dans ces cas-là, vous aurez à faire face à vos chefs d'accusation au tribunal. Mais pour la plupart des gens, vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Ne vous mettez pas dans une mauvaise situation, mais comprenez seulement que c'est seulement par le processus des plaintes que les choses changeront. Et je suis tout à fait d'accord de rester encore après pour répondre à des questions après cette réunion. Avant que le juge Tulloch vienne pour donner ses pensées finales et que l'on termine cette réunion, je voudrais vraiment tous vous remercier pour ce processus, pour la façon dont vous êtes tenus, que vous ayez respecté les horaires, pour la qualité aussi des discussions. Ça a été vraiment très utile. Rappelez-vous que nous avons toute une série de réunions. Allez sur notre site web et passez le mot à vos amis, à vos collègues. Vous allez voir, vous voyez ici toute l'information au niveau des médias sociaux ainsi que les différents. Sur notre site web, vous trouverez les autres lieux et temps. Nous allons rester encore un petit moment ce soir. Donc, si vous avez d'autres questions additionnelles, faites-le. Si vous n'avez pu vous exprimer dans votre entièreté ce soir, s'il vous plaît, faites-le sur notre site web. Et si vous voulez des jetons pour le TTC, vous pouvez aller là-bas. Et voici maintenant le juge Tulloch. Merci, Kika. Je voulais tous vous remercier d'être venus. Je veux réitérer encore que nous ne sommes pas le gouvernement, c'est un fait. Nous sommes indépendants, je suis un juge. Je suis toujours à la cour d'appel. L'équipe qui est ici avec moi, nous sommes ici pour vous écouter. Et je vais m'efforcer de refléter tout ce que vous avez dit. On n'est pas là pour recevoir des conseils. Et maintenant, je suis juge. Avant, quand j'étais avocat, oui, je pouvais le faire. Nous vous avons entendu et vraiment très bien. De façon très claire. Monsieur Singh, qui très gracieusement vous a parlé, parce que vraiment, franchement, ce qu'il a dit, je ne peux pas dire. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas ici en tant que personne représentant du gouvernement. Et d'aucune façon, je suis non plus un représentant de la police. Nous sommes ici afin que l'on puisse obtenir, que l'on puisse rassembler vos expériences, votre information, de réfléchir, d'analyser vraiment cet règlement dans son contexte et dans le contexte, avec les faits, comment la communauté est influencée, comment la communauté se sent. C'est depuis à peu près 40 ou 50 ans, nos communautés ne se sentent pas si bien. Ils ont été profilés de façon racialisée. Et nos pères et nos grands-pères pleurent, ont demandé d'avoir des changements depuis très longtemps. Personne n'a écouté. Mais maintenant, le gouvernement, ils écoutent grâce à des gens comme vous qui sommes éduqués et qui exprimez bien vos expériences, vos soucis. Dans la dernière étape aussi, au niveau de cet examen, on peut voir qu'il y a des modifications qui vont être faites au niveau de ce règlement. Donc j'ai vraiment beaucoup d'espoir qu'avec vos avis, vos contributions, ainsi que celles des autres membres des communautés pendant les autres consultations que nous allons faire, nous pourrons améliorer ce règlement. Si le consensus est de l'éliminer, donc dans ce cas-là, c'est ce que l'on reflètera au gouvernement. De dire vraiment quels sont vos sentiments, de savoir quelles sont vos perspectives et comment on peut refléter cela mieux dans nos recommandations. Donc encore une fois, je veux vous remercier d'être venu ici.
Aussi, au passage, je ne vous ai pas donné à manger pour vous inciter à venir, mais je pense que c'est important pour vous de venir et puis de partager vos opinions et vos points de vue. Parce que de rester silencieux, ça n'aidera pas, ça je peux vous le dire. Il n'y aura aucun changement à moins que vos voix soient entendues. Et merci, nous sommes ici pour écouter. Merci. And with that, we bid you good night. Et sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous espérons vous revoir et vous voir de nombreuses fois. Merci, au revoir.